65 bouquins, je ne sais plus, à peu près, un ou deux près, quoi, je ne les compte même pas, mais il y a beaucoup de commandes dedans, il y a des livres que j'ai aimé faire aussi, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais moi j'écris depuis que je suis gamin, c'est un truc de fou, quoi. J'avais toujours écrit. J'ai toujours écrit dans des petits cahiers, des histoires, tout le temps, tout le temps. Et j'avais mon meilleur ami d'enfance, pas du tout relié à la génération rock, hein. On écrivait des petits bouquins ensemble, on poursuivait des aventures de Bob Moran, on racontait des aventures à nous, on poursuivait des aventures, on écrivait à deux, dans des petits cahiers d'écoliers, chez moi, sur ma terrasse, et il est devenu auteur de science-fiction par la suite, c'est jamais rare que deux personnes au même moment, tu vois. C'est Alain Paris, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, qui a écrit tout un cycle de Sur la Terre creuse chez Fleuve Noir, entre autres, un thriller aussi chez Michel. Ben, c'est mon meilleur ami d'enfance, on écrivait nos bouquins ensemble quand on était gosse à Histoire. Donc la littérature pour moi, je suis tombé dedans, on va dire quoi. Hein. La boulimie des bouquins, c'est pas les études, c'est les bouquins. Moi je vois quand le prof, années 50, la prof de français lit un extrait de Erwan Chatrian sur la bataille de Waterloo. Bon, tous les gosses de la classe ont parlé d'abattre. Moi j'écoute, mais je suis dans un film. Tout ce qu'elle dit, je vois les images, tu vois. J'ai cherché le bouquin après. Tu vois, comme Le Grand Molde, c'était mon livre, un livre tourmentant pour moi. Donc la littérature, c'est donc tout môme déjà, tout gosse. Et après, je découvre... alors, à l'époque du rock, c'est vrai que j'ai lâché un peu la littérature, cette littérature-là que je lisais dans le livre de poche, à tous les sens, pour commencer à faucher des séries noires en librairie. Je me suis mis au polar. Ça, c'est important, les séries noires, les livres... Voilà, c'est des livres qui m'ont beaucoup marqué aussi, moi, quand j'étais ado. Les séries noires. Des livres comme Jusqu'à la gauche, de Virgil Scott, je me rappelle toujours. Que j'ai retrouvé par la suite, j'ai racheté des exemplaires par la suite. Les fleuves noirs, les séries noires, fleuves noirs aussi, ouais. Espionnage, fantastique, policier, d'aventure. Et la littérature en elle-même, c'est-à-dire qu'en poche, moi je suis tombé aussi bien sur Dostoïevski que sur, qui va dire, Gilbert Cesbron. J'ai, ben voilà, la boulimie, je disais tout, tu vois, l'autre amont, ça c'est autre chose. Mais la littérature, pour moi, très vite, ado, ça s'est précisé, c'était le surréalisme. C'est-à-dire la révolte par la poésie, quoi, moderne en plus. C'est-à-dire André Breton, tout le courant surréaliste, que je découvre par les bouquins. Je ne connais pas de surréaliste, c'était une génération qui n'est pas la mienne. Mais là, c'était important pour moi, très conscient. J'ai étudié le surréalisme. Je me suis intéressé à leur peinture en même temps, aux surréalistes. Il y avait là encore littérature plus la dimension secrète de l'individu, le côté secret caché des autres, puisque des gens comme Robert Desnos écrivaient des poèmes pendant des sommeils hypnotiques, comme il disait, en somnolence, des mots qu'il lâchait, quelqu'un les notait. Il y avait tout ce travail de l'inconscient et du conscient mélangé qu'on trouvait dans le surréalisme. Et là, il y avait, pour moi, ça me passionnait, c'était la quête, encore une fois, la plongée à ça. Donc la littérature tout môme, premier bouquin, c'est des poèmes, donc, des clairs du dessous, que j'ai écrit une partie fin années 60, 64, et une partie à l'armée, en Allemagne, qui sont parus après. Deuxième bouquin, c'est encore des poèmes, la 170, que j'ai écrit à l'hôpital psychiatrique où j'étais à l'époque. C'est un des poèmes que j'ai créé sur des molécules, rigolo, c'est des différentes molécules. Chaque molécule est un texte. Bon, je prenais de la poudre aussi à l'époque, il y a beaucoup de visions reliées à la poudre dedans. Bon, ça c'est les poèmes. Premier bouquin, publié, hein. C'est Opportunité toujours, hein. C'est Mario Mercier, un copain qui a déjà publié, qui m'amène chez Belfond, et je signe un contrat pour les sectes lucifériennes, premier livre. En même temps, je signe chez Tchou pour les enfants extrasensoriels. Pourquoi? Parce que j'avais été frappé à la porte d'un journal qui s'appelait Autre Monde, d'ésotérisme, pour faire des papiers. J'ai fait un texte pour eux. Et le mec m'a tout de suite parachuté avec le Rochelle du Canard, aussitôt. Bon, c'était pas des grosses sommes, hein. Et c'était un canard mensuel d'ésotérisme. Donc j'étais avec le Rochelle d'un Canard, quoi. Et donc c'est pour ça que Tchou, on comprend mieux les compromissions éditions après. Bon, j'ai eu rapidement le contrat chez Tchou, grâce à ça aussi après, tu vois. Mais avant, j'avais le Belfond, les sectes lucifériennes, donc. Belfond était passionné par tous ces courants. Et les bouquins sont enchaînés très vite, après, sous des formes différentes. Surtout études sur l'ésotérisme ou les mouvements magico-religieux, on va dire, au début, quoi, la poésie. Et le roman, c'est le premier roman chez Lafon, c'est plus tard, c'est en 79, La Mec de glace. J'ai fait une sorte d'anti-Easy Rider, enfin pas d'anti, de nouvelle Easy Rider.
plutôt que partir, les mecs partent au pôle Nord, quoi. C'est le thème du livre. C'est la glace, c'est le froid, c'est la mort. C'est plus Katmandou. C'est l'aspect. On est déjà dans le punk là, qui déferle, dans la cold wave, comme on disait à l'époque, le côté froid de la musique, technoïde un peu déjà. Et moi je fais un bouquin où des mecs en cuir, bon, toujours le mythe, partent dans un vieux Land Rover. La Mecque de glace s'appelle le roman. La Mecque, comme la Mecque, de glace, pôle Nord. Bon, c'est un voyage désespérant, mais avec la dope et tout dedans, avec plein de visions, avec. C'est mon premier roman, moi j'aime bien celui-là, ouais, qui n'a pas été réédité, on ne trouve plus. Ou alors, si, sur internet peut-être, je cherche bien. Premier roman, et beaucoup d'études, d'essais sur la mythologie, sur le rock, les chanteurs de rock bien sûr, même sur l'opéra, j'ai même fait un bouquin sur l'opéra. Je me suis intéressé à l'opéra aussi à une époque. Il y a beaucoup d'expériences qui m'ont passionné, moi je ne suis pas dans une case. Je ne peux pas rester dans une case d'abord, c'est impossible, je m'emmerderais quoi. J'ai envie de sauter. Et passer dans un tas d'endroits différents, comme les guerres en Croatie, au Liban, en premier, quand on dit qu'il faut partir là-bas, bah attends, tout de suite, je ne vais pas dire non, je ne vais pas rater ça, tu vois. Croatie, après j'étais affamé, je voulais aller dans une autre guerre. Croatie, je n'ai pas les mêmes moyens, parce que le Liban, c'est Dapon qui me faisait un contrat, avec du fric pour partir. Je suis allé sur le Liban, la guerre du Liban, je rencontre le général Aoud là-bas à Beyrouth. La Croatie, il n'y a pas d'éditeur qui me sponsorise, je suis avec mes sous, je m'en fous. Avec presque rien, je pars en Croatie, je fais un bouquin en retour quand même, mais c'est pas pour le livre, c'est pour le climat d'une guerre, quoi. J'en ai rêvé toute une enfance, à faire des héros et tout. Je voulais m'approcher un peu plus près de ces choses-là, quoi. Mais à ma manière, quoi, tu sais. Quoi. Et parfois la magie, elle est pas loin. Quand à Karlovac, sur le front sud en Croatie, je suis avec un mec du ministère de l'Intérieur, bon, je suis avec des Croates de Paris qui m'ont emmené là-bas, peu importe les détails. On est sur les lignes de front, on a un village bombardé, il n'y a rien, c'est calme, on marche. Et puis il y a des mecs en face, la colline est tenue par les Tchétniks, par les monarchistes serbes. On les a pas vus, on n'en sait rien, moi je suis avec eux, moi j'ai fait un petit tour. D'un coup les mecs ils canardent en face, les villages. Alors tout azimut, ils bombardent de partout. Putain, magnétophone, je ne l'ai pas arrêté, moi, il tourne toujours, il y a tout sur live, il y a le silence, puis d'un coup les explosions et tout. On se retrouve dans un abri qui est la cave d'une maison déjà en ruine, une demi-heure, pendant que ça pleut au-dessus, mais qu'on est à l'abri, et les Croates, ils sont pas du tout paniqués, ils racontent des conneries entre eux, ils rigolent et tout. Bon. Une demi-heure bombardement, ça s'arrête, on sort, et l'un des Croates, il y a une roquette qui a pété derrière la ferme. C'est en hiver, elle est enterrée, il y a les élèves derrière, tordus qui sortent, elle est enterrée, un bout de roquette, quoi. Il me dit si je la veux en souvenir, quoi. Moi je dis ouais. Donc il la décolle à coup de tatane, quand tu manques c'est en hiver. On la sort, je l'ai ramenée à Paris. Je l'ai virée depuis, tu sais pourquoi? Parce qu'on m'a dit que beaucoup d'armes étaient chargées à l'uranium, enrichi l'uranium. Quand j'ai appris ça, putain, tout ce que j'avais ramené de là-bas, j'ai tout balancé. Mais longtemps, j'ai gardé chez moi tout ça. Mais cette roquette, quand tu la retournes, c'est une roquette chinoise, j'en sais rien, russe, tu as des numéros et des lettres. Donc je l'ai plus les roquettes, mais c'est dans mon bouquin sur la Croatie. Tu as un numéro, je l'ai plus en tête, tu as 2 lettres, puis tu as encore un numéro. Les 2 lettres, c'est PO, c'est le début de mon nom. On peut dire coïncidence. Moi, j'ai vu comme un fil rouge ou noir entre. Donc, voilà mon autre aspect, ma manière à moi d'aller dans des trucs comme ça, pas de façon normale, quoi, avec à la recherche de choses aussi bizarres, quoi. On m'a filé une calache en Croatie pour la porter. Parce que le mec, il portait trop de trucs. Bon, je porte la calache pour monter la colline. Quand ça a canardé en haut, le mec, il me reprend sa calache. Moi, je mets mon magnétophone sur l'épaule qui tourne, la calache, je la rends. Après, c'était le regret de toute ma vie, ça. Pas avoir tiré. Parce que j'avais tué personne, la colline là-bas, ça ne voyait personne. Mais j'aurais pu tirer avec, tu vois. Je ne pourrais jamais le faire. Pour une fois qu'une guerre te permet ça, parce qu'il n'y a pas. Alors, en général, les guerres, tu ne peux pas faire ça. Même dans une guerre. Là, Croatie, 91, c'est l'anarchie. C'est de la folie. Les civils sont armés, les camions blindés, c'est des camions simples, des camions tout simples, avec des plaques de métal qui sont attachées sur les bords. C'est un truc de fou, il n'y a pas encore de réglementation. Là, je pouvais faire le camp, on ne m'aurait pas dit non. Et j'ai dit, mais pauvre connard, tu pouvais tirer là sur la... Bon, j'ai tiré. J'aurais tué personne, je pense, disons que la colline d'en face, c'est assez loin quand même. Bon, il y avait canardé avec de l'artillerie lourde. J'aurais pu tirer en face, mais je l'ai rendu. Bon, j'ai les photos, j'ai les bandes magnéto, les bandes de son, j'ai gardé tout ça. Et ça, c'est une belle aventure. J'ai eu, moi, en Croatie, il y avait le rock croate qu'on écoutait à l'époque, là-bas, c'était du rock nationaliste croate, mais rock'n'roll, pour la caisse, sur la ligne de front. Et des gens bizarres, il y a des lieux comme ça. Moi, les gens bizarres,
Je les ai rencontrés ou dans des monastères, ou dans des trucs de guerre comme ça. Le Barjot qui fait croire qu'il est photographe de 6 pas. Moi je le crois. Moi je fais mon bouquin, quoi. Parce que il me dit, sa carte de photographe, il l'a, elle est toute esquintée. Il faut qu'il la fasse officialiser. Il ne peut pas pour 1000 raisons, est-ce que je peux l'aider? Moi je fais un travail. Je dis qu'il bosse avec moi je prépare un bouquin, etc. C'est très facile à l'époque. Ce mec, c'était un bidon. Il a piqué la carte à un photographe. Il n'était pas photographe. Il achetait des grenades à des tziganes croates, des milices croates pour 25 $, je ne sais plus. Il les revendait aux journalistes français pour 50. Il les rapportait en France cadeau. Il faisait du fric comme ça. J'ai connu un mec qui faisait une bande dessinée en Croatie de la guerre, en live, pour Vent d'Ouest, je ne sais plus quelle édition. C'est jamais sorti. Mais sur le terrain, ce mec, je le rencontre, il faisait quoi? Pas de photos. Il faisait des dessins. Il faisait une bande dessinée de la guerre, tu vois. Bon, qui ne penserait pas à ça, ça vient pas à l'esprit, il faut tomber sur les mecs, quoi. C'est passionnant pour ce genre de choses, je trouve, pour l'expérience humaine. Ouais. Alors, Bougrain-Dubourg et le Père-Lachaise, le point de départ, on a déjà fait on fait des rituels de magie rouge. Magie rouge, c'est la magie du sang, c'est pas la magie noire. Alors, la magie noire, je n'ai jamais utilisé, je ne sais pas ce que c'est ce mot-là. Je sais ce que c'est, mais c'est pas mon cas. La magie noire, c'est le blasphème, faut croire au christianisme et prendre le contre-pied. C'est le blasphème. On combat ça. La magie rouge, c'est la magie païenne d'avant le christianisme. Donc, il fallait un sacrifice d'animal, de sang. Donc, ce que je faisais, je prenais un animal, c'est une poule, hein, je ramenais, bon, voilà, pendant le rituel. Et comment ça a débouché sur Bougrain-Dubourg, l'histoire? Qui m'a emmené chez... C'est pas Bougrain-Dubourg directement, c'est Patrick Lafont, le fils de Robert Lafont, qui est l'animateur de télévision, qui faisait les jeux, la pyramide, je sais pas quoi. Là. Et ce mec-là avait une émission qui s'appelait Mi-Fig Mi-Raison à l'époque. Il faisait une émission sur le paranormal. Donc, comme le mec savait que j'étais là-dessus, il y avait le journal Autre Monde qui avait des reportages déjà sur moi. Donc, les mecs m'ont demandé si j'étais d'accord pour un rituel pour la télévision. Bon, je suis en salle de rédaction avec eux. Moi, je dis OK. Au moment que je peux parler, dire, m'expliquer pourquoi on fait ça. Père-Lachaise, c'est encore plus fort. Qui va filmer le reportage? Elle est géniale. Il était dans la salle de rédaction, le caméraman, là, Alain Bougrain-Dubourg, qui est défenseur des animaux de Brigitte Bardot. Il filme le sacrifice de l'animal sur le tombeau. C'est un gag, mais c'est vrai. Donc on a sauté avec la télé le mur nord du Père-Lachaise côté de Gambetta, la nuit, avec les caméras et tout, on a fait le saut du cimetière. On a fait le rituel dans un tombeau précis là-bas, et c'est Bougrain-Dubourg qui l'a filmé. Seulement, comme j'avais fait venir un journaliste en même temps, un ami, qui a fait des photos, qui les a publiées dans un canard quelques jours après, en annonçant que ça allait passer à la télé, la mairie de Paris tout de suite, pao, interdiction de l'émission, AFP, censure d'émission, donc là j'ai eu la totale, quoi. J'ai eu tout le monde, quoi. C'est il y a eu l'Aurore, le François, tous les canards, quoi, tous les canards. Ça faisait la une, c'est tous les canards à l'époque. Je ne m'attendais pas à ça. Alors pas que tous les canards, il y a les flics aussi. Il n'y a pas que les canards. Les flics au matin sont venus chez moi, petit matin, à l'heure légale pour la police. Quai de Gèvres, on m'a montré une cuvette où il y avait eu du sang. Alors, il n'y avait plus de sang, mais elle était pleine de sang, tu vois. 2 poupées de celluloïdes, petites poupées comme ça, nues, tu vois, sans les fringues, collées l'une contre l'autre, avec la ficelle, avec une photo au milieu, et un slip, tu vois. Alors, ils ont trouvé ça, paraît-il, dans une tombe voisine, où on a fait l'opération pour la télévision. Donc j'allais porter le chapeau, toutes les conneries du Père-Lachaise en gros, tu vois. Heureusement qu'il y avait la télé dans l'histoire. Alors, il y avait un procès, évidemment. Il n'y a pas eu de suite. Ils n'avaient pas fait condamner la télé. Je pouvais prouver, en plus, j'ai pu prouver que j'avais bossé pour cette chaîne officiellement. C'est quand même énorme. En 1974, je suis passé chez Philippe Bouvard, dans l'émission Samedi Soir. Là, on était allumé à l'acide complet à l'époque. J'ai appelé Bouvard. On l'a appelé, bon, enfin, j'avais un contact entre nous deux, mais bon, j'ai Bouvard au téléphone. On faisait tourner les tables. Tourner les tables, j'ai fait tourner les tables avec des amis, ça va pas bien loin, quoi. Bouvard, il me dit, mais elle monte au téléphone, elle monte votre table, elle monte haut. Ouais, elle monte. Bouvard, bon, samedi soir, l'émission, dans le train, au départ, sous acide déjà, on va partir. Pour l'émission du soir, c'était du direct à l'époque. Il y avait Johnny Hallyday dans l'émission, il y avait Johnny Hallyday, il y avait Weavel, l'acteur, Yvette Horner, je me rappelle, le comeback d'Yvette Horner, et nous, le fringue rituel. Ils ont fait venir un guéridon de la télévision, un putain de guéridon, c'était accessoire, là, énorme, et non pas le guéridon, tu vois. Le truc était énorme. On est avec nos fringues pétées sur la table. Et moi, pour cette
prestation entre guillemets chez Bouvard, je ne vais pas raconter les détails, j'ai été payé. Et j'ai eu un bulletin de la 2 comme, je ne sais plus quelle est la formule, il n'y a pas de formule pour ce que je faisais, c'était artiste quoi, on avait une petite somme qu'on a partagée, on était 4. Donc plus tard j'ai pu montrer à la télé qu'ils allaient me faire plonger les flics pour pas la chaise, que pour cette même chaîne, des années avant, bulletin de paye. Pas les flics, je suis pas... Parce que la télé, ils m'avaient m'avaient surpris par la chaise, ce qu'ils disaient aux flics. Ils m'avaient surpris en train de faire l'opération, les salopards, tu vois. Ils étaient pour rien, tu vois. Sur le bulletin de paye de la télé, rien à voir, c'est pas la même émission, c'est Bouvard, des années avant, mais c'est Antenne 2, c'est la 2. Il n'y avait pas de suite, ils ont bien compris qu'il y avait la télé dans le coup, les flics. Mais ça, Brennusbourg, moi ça m'a... J'ai fait la même chose pour Janco dans un cimetière templier, enfin sur les temples templiers à Lucourt. Janco est venu me voir en me disant, ce qui a été interdit par la mairie de Paris, censuré, est-ce que vous pourriez le faire pour nous, pour match? Moi, je vois 2 opportunités, une super transe magique et du fric. Je lui dis combien vous nous donnez, telle somme, 7000 balles, je ne sais plus à l'époque. J'avais un copain qui avait fait des photos, Père Lachaise, qui voulait vendre ses photos. Oui c'était Paris Match. Match a gardé les photos du mec dans un tiroir pendant le temps du reportage. Il a été payé pour ne pas les utiliser ces photos, tu vois. On va au cimetière de Lucourt avec Janco, donc ils avaient des appareils photo infrarouges pour pas me gêner. Et Janco a fait 4 pages dans Match sur l'aventure. Il y avait des affichettes dans les kiosques, Manu était témoin de Lucifer. Alors dans l'article au début il commence à déconner parce qu'il vient chez nous, il nous voit tous, avec le poulet qui bat des ailes dans sa caisse en carton, on l'entend là. Il est à côté, prêt à partir, la bagnole et tout. Et je parle avec Janco, il m'écoute intellectuellement, mais dans l'article, il est honnête. Il écrit tout en détail en disant, il m'appelle le Charlot en chef, il déconne sur nous. Bon. Jusqu'au moment où on arrive dans le cimetière, l'article est hyper honnête pour ça, l'article de Match. Mais il est en ligne quelque part sur le net, on peut le trouver. Et arrivé dans le cimetière, moi on a pris de la datura, moi je ne peux pas tuer un animal en vérité, tu sais. Si je tue un animal, je me force. Et si je le vais jusqu'au bout, putain, je prends une putain de décharge, avec de la datura en plus, je bascule. Le rituel, il est improvisé, spontané, mais fort. C'est-à-dire qu'il coiffe, quoi. Janco, qui regarde tout, qui prend des notes, dans l'article, il a été honnête, d'un coup le ton change. Et d'un coup, figurez-vous, il a été capté, complètement absorbé. D'un coup, il dit que le chien qu'il entendait hurler, c'est tu, on l'entend plus. Lui qui avait froid, il ne se caille plus. Il est capté une fille assise dans une cape d'enterrement, une belle cape, superbe cape de ramener d'un monastère pour les cérémonies mortuaires. J'avais pris dans un monastère, ça servait pour le rituel. Et l'article qu'il a fait est dithyrambique, il est incroyable, il est honnête, parce qu'il a pris il n'y connaît rien, il s'en fout. C'était le choc de ma transe à moi sur les tombes, et lui qui est capté, aspiré par le truc, quoi. Donc il y avait cette histoire, Janco a relancé le truc en quelque sorte. J'ai fini par apparaître comme une espèce de, pas des ténèbres, je sais pas quoi, des conneries quoi. Conneries, oui, sous cette forme-là. Par contre, pas le fait d'être en opération en ces lieux-là, moi j'étais toujours... Faut Père Lachaise qu'on avait fait, on avait ramené du crématorium à côté, un petit coffret de terre cuite, j'ai gardé les photos comme dirait avec des ossements dedans. On a ramené des pastilles les pastilles de charbon noir qui servent pour l'encens. Puis après la pastille de charbon, on mettait l'encens dessus, donc l'encens, les ossements, le moment où l'encens, donc l'os il brûle. Et le but c'était de respirer les os du mort, et là c'est envie de dégueuler. Là c'est de l'expérimental, on va dire. C'est le besoin organique de toucher la mort, tu vois, de la toucher en vrai. Pas intellectuellement, même pas avec la peur seulement. Avec ça, comme si elle avait un corps, la mort. Tu respires, tu sais, le vrai os d'un mort qui brûle sur la pastille que tu prends dans la gueule. Bon, tout ça, c'est loin. Il y a le blasphème en même temps, je reconnais ça. La fascination pour l'épouvante en même temps. Parce qu'après, j'ai dépoussiéré tout ça. Et je suis arrivé à une recherche magique personnelle, qui est bien aujourd'hui, païenne, c'est le relié au Dieu, mais désencombrer tout le côté noir obligatoire, blasphème obligatoire, le sang, pourquoi pas, le sang est toujours important, le sang par contre. Mais j'enlève le côté un peu ado, grand guignol, tu vois, grand guignol on va dire, c'est ça. Puisque maintenant, j'ai fait un travail, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un travail auprès d'un mégalithe. Je ne raconterai pas en détail. J'ai compris une chose, c'est qu'en disant les mots, ils perdent leur charge. J'ai toujours dit les mots, moi j'ai toujours tout dit.
Maintenant, j'apprends à garder secret quelques mots, pas beaucoup, que je ne prononce pas moi-même. Moi-même, je ne les prononce pas. T'imagines leur force? Ils sont en moi depuis quelques années, celui-là, c'est le nom d'une divinité. Je ne dis pas laquelle, parce que je ne sais pas le dire. Je ne le dis pas moi-même non plus verbalement. Le jour où elle va être dite, elle a une charge forte. Ouais, mon travail maintenant, il est plus sur le comment être performant, comment arriver à... Et non plus faire le zozo, je dis ça pas méchamment, parce que c'était pas que le zozo, c'était intense. Mais quand même, c'était... il y avait du romantisme noir, on va dire, dedans. Il y a toujours, quelque part, je ne dis pas le contraire, mais c'était le besoin, c'est encore la révolte, c'est de prendre le parti du diable. Dans le rock'n'roll, dès le début aussi, hein, on prenait les premiers rockers pour les fils du diable, quoi. Pourquoi le mec habillé de cœur noir sur scène, c'était quoi? C'est pas les habits blancs, quoi. Et donc ça a été... mais le diable, vu comme entité, le dieu Pan, comme entité païenne, ancienne, le dieu des forêts, le dieu cornu. Moi, ça c'est ma quête. Je suis dans le terroir en plus, donc c'est vachement important là-bas. Donc après l'Inde, les voyages partout, je suis revenu à mes racines, on va dire, magiquement. Voilà, l'Auvergne, territoire, l'Arvergne, c'était le territoire gaulois, il y a encore des pratiques. Pas chez les gens, elles ont été oubliées, mais dans l'histoire, dans les mémoires qui restent, dans la chronologie des temps anciens. Donc je suis plus revenu à ça, avec en même temps la trépidation, c'est-à-dire le besoin urgent de... Parce que le temps va vite, on n'a pas le temps de faire plusieurs vies comme ça, et on va s'amuser. On va s'amuser une vie, puis après, ah merde, alors on s'amuse encore une deuxième. Ça marche qu'une fois en général, il paraît, sous cette forme-là, hein, en tout cas. D'autres formes, j'en sais rien. Donc, mon urgence à moi, vu que le temps m'est compté, comme tout le monde, mais question d'âge, c'est tout bête, c'est le calendrier, c'est con. Ça peut être à 90 ans qu'on crève, ça peut être demain aussi, plus à mon âge qu'à 20 ans, quoique. Mais c'est donc d'accélérer certains événements pour... on ne peut pas m'avoir, gamin, de balancer un message un jour, et puis après, à 80 ans ou à 60, je ne sais rien, ou 70, je meurs et puis j'ai rien foutu, ou à peine. C'est dégueu, on t'a parlé et toi, tu n'as rien entendu, on va te faire foutre. Alors tu vas par contre devant les autres du système, tu vas te plier, tu vois. J'ai conscience de plus en plus de ça. Je réponds à des voix, j'ai tout répondu, mais intensément, c'est-à-dire en m'engageant, voilà, le truc. Moi, mon truc obsessionnel, c'est l'action et la pensée. La pensée, je connais, c'est les livres, c'est la littérature, c'est la recherche intérieure, pour toutes ces formes. L'action sans la pensée, je connais aussi, c'est faire le con, c'est la révolte urbaine, c'est les blousons noirs, c'est une guerre aussi, ce que tu veux. Mais l'action coïncidant avec la pensée, ça c'est le top. Et ça c'est le plus dur, arriver, parce que aller à Brocéliande de faire une opération que je veux faire, je veux bien, mais je reviens après faire quoi? On m'a pas changé ma vie, je pense pas qu'on m'ait balancé sur notre planète, et que je reviens, ce sera une de tous les canards, hein. Je serais le seul à avoir fait ça, donc impossible. Donc, moi c'est une façon de désamorcer ma propre mort aussi, de la voir autrement, comme la voyaient les anciens. On nous a forcé à voir la mort comme on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire comme il n'y a pas de clé. Le cercueil, tu dois te fermer, tu vois, tu sors pas. Tu sors pas. La phrase de Morrison, personne ne sortira d'ici vivant. Bon, on y est à fond, c'est le nihilisme du siècle. Ben moi, je crois pas. Je crois pas parce qu'il y a des mecs qui ont fait des recherches en physique quantique, par exemple, qui ont montré qu'il y avait d'autres aspects de la réalité. Oh, ben c'est tout simple, après tout. Quand tu vois une table devant toi, c'est une table. Si je file un microscope sur la table et que je grossis, je vois autre chose. Hein. C'est la table toujours, et pas sous le même angle de vision. Imaginons que je grossisse ma vision. C'est dément. C'est la table toujours. Qu'est-ce que la réalité? C'est tout ça. Avoir une conscience qui perçoit tout ça, c'est ça le truc. On cherche les dopes, c'est un peu cette vision à 360 degrés. Quoi. Ce qui déstabilise aussi, évidemment. Tu es plus à l'aise matériellement. Les choses sont moins solides qu'avant. Elles sont plus relatives aussi. À commencer par sa propre présence à soi quand on est là. Parce qu'il m'est arrivé des plans terrifiants du style. Peut-être que je suis mort en vérité il y a 2 ans. Et puis que je continue comme ça sur un autre plan, mais que je suis sur le plan réel où j'étais il y a 2 ans, je suis mort et on pleure et j'y suis plus, tu vois. Des trucs de panique comme ça, je dis, mais attends, arrête, t'es toujours dans la même ligne de réalité, là, t'as pas changé, tu vois. Alors, je sais que c'est ce qui est positif pour moi, c'est cette modification des perceptions. À moins de pas déconner avec, de pas aller dans un trou plein de démons, ou un truc dont on sort pas. Maintenant, moi, mon rêve aussi, ce qui manque, c'était aussi, mais ça c'est du romantisme, peut-être que je n'ai pas grandi dans le tout comme dirait un psy, tu vois. Puis je suis au soldat de planche sur mon plancher, tu vois.
c'est une croisade, mais pas une croisade dans le sens à la con. Je vais dire Braveheart, c'est-à-dire la magie et la guerre, on va dire. Mais pas la guerre pour tuer les autres, c'est pas ça que je veux dire. Une situation d'urgence où tu risques ta vie. Moi j'ai vu, tu vois, j'ai vu en Croatie pendant la guerre, comment les gens sont liés pendant une guerre, dans l'urgence. Tout le monde se parle, tout le monde est lié. Quand je reviens à Paris après, je dis, mais c'est pas possible, le vide et les trous qui entre les gens, la différence, hein. Parce qu'il n'y a pas d'urgence, c'est normal ici. On n'est pas dans l'urgence, la carte aérienne et tout, on n'est pas aux abris, donc on ne se casse pas la tête. Donc il y a une fraternité, il y a des salopards aussi, le problème n'est pas là, mais tu sens plus la fraternité de groupe, l'intensité de l'instant, on va dire, ouais, que dans une société comme la nôtre, où on meurt avant d'avoir vécu, c'est dément, quoi.